D'accord, décortiquons tout ça. Si on imagine une ville naissante, où presque un quart de la population fait exactement le même métier. Et un métier vraiment pas de tourpeau, hein. Ah non, c'est pas une blague, une industrie hyper létale. On parle de dynamiter de la roche brute à flanc de falaise. Avec l'océan en contrebas. Ouais, et avec des explosifs super basiques, sous la menace constante des typhons. C'est vraiment le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Absolument. Et c'est fascinant parce que quand on se balade dans le quartier de Saiwano à Hong Kong de nos jours, Là, on voit surtout des gratte-ciels scintillants, non hein? c'est ça, des tours ultra modernes, le flux incessant des passagers du métro. Ça a l'air d'une zone résidentielle parfaitement aseptisée. Sauf que nos sources racontent une toute autre histoire. Sous ce vernis de béton se cache un des laboratoires les plus intenses de l'ingénierie sociale de toute l'Asie. De la gouvernance coloniale, de la lutte des classes et même de la résilience humaine. On va plonger dans 5 récits historiques sur ce quartier pour révéler des petits trésors cachés. Je suis ravi de vous accompagner là-dedans parce que les données démographiques de l'époque sont juste saisissantes. Surtout ce fameux chiffre des 22%. Ouais, ça vient d'un recensement de 1841. Sur les 7450 habitants de la jeune colonie, on comptait 1655 tailleurs de pierre. Mais c'est énorme pour une seule industrie. C'était vital. L'épicentre, c'était le secteur Da Kung Nyam, juste à l'est de Saiwan-ho. Le granit de cette région était exceptionnellement solide. C'était littéralement l'os de la ville de Victoria, la matière première pour tout construire. Exactement. Et cette main-d'œuvre n'est pas apparue par magie. Les sources précisent que c'était presque exclusivement des migrants akazes. Originaire de la région de Meju, si j'ai bien lu. C'est ça. Ils avaient ce savoir-faire très spécifique pour fendre la pierre le long de ses failles naturelles. Moi, en tant qu'animatrice, ce qui me fascine dans ces documents, c'est la réalité physique du boulot. On est au milieu du 19e siècle. Donc aucune machinerie lourde sécurisée. Rien, juste de la poudre noire instable, des marteaux et des burins. La moindre erreur de calcul, Ou un simple coup de vent imprévu, et c'était l'éboulement fatal. Mais face à ce chaos ambiant, ils n'ont pas réagi par la résignation. non, ils se sont organisés de manière spectaculaire. Et c'est là qu'entre en jeu le culte de Tam Kung. Et les sources font bien la distinction. Tam Kung n'est pas une divinité maritime classique comme on en voit sur les côtes chinoises. Pas du tout. C'est un dieu aux traits d'enfant. Et sa spécialité? Il contrôle la météo. Ce détail est crucial. Ça montre la rationalité derrière leurs croyances. Un pêcheur craint la mer, mais un tailleur de pierre qui manipule de la poudre à canon sur une paroi, Il craint surtout la pluie soudaine qui mouille les mèches ou le vent qui déséquilibre les charges explosives. c'est une vraie menace de mort. Donc prier Tam Kung, c'était très pragmatique. C'était essayer de maîtriser l'imprévisible. Et ce qui est encore plus dingue, c'est la structure sociale qui s'est créée autour de ça. Des figures comme le chef tailleur Tsang Kunman ont monté des guildes ultra puissantes. Il y avait la Dongjia Hang pour les propriétaires et employeurs. Et la Sijia Hang pour les ouvriers. Et le temple de Tam Kung, achevé en 1905, c'était le quartier général de tout ce beau monde. C'est ici que ça devient vraiment intéressant? Ouais, parce que l'analogie qui m'est venue en lisant ça, c'est que ce temple, c'était l'équivalent au 19e siècle d'un groupe LinkedIn, d'une bourse du travail et d'un filet de sécurité sociale. Tout en un, ouais. Les contrats de travail, les prix de la pierre, les conflits entre patrons et ouvriers. Tout se décidait dans l'enceinte du temple, sous les yeux de la divinité. Ça garantissait la confiance dans un monde où la loi britannique était encore très abstraite pour eux. Et cette histoire a laissé des traces physiques hallucinantes. Juste devant le temple actuel, il y a un énorme rocher naturel. Le Tam Kung Bawin, le sceau de Tam Kung. Voilà. Dans les années 60, le gouvernement voulait le détruire pour des travaux routiers. Mais les archives mentionnent des incidents inexpliqués sur le sentier. Genre des pannes mécaniques invraisemblables, c'est ça? Ouais, des foreuses qui se cassaient net dès qu'elles touchaient le roc. Les ouvriers ont tellement paniqué que les ingénieurs du gouvernement ont dû capituler et dévier la route. Ce qui explique pourquoi l'actuel Tam Kung Temple Road fait une courbe aussi bizarre. Tout à fait. Et à l'intérieur du temple, on trouve une cloche de la dynastie Qing et une plaque de réparation très rare de 1944, pendant l'occupation japonaise. Un vrai registre de survivants. Mais pendant que ces ouvriers luttaient au niveau de la mer, nos sources nous font lever les yeux vers le mont Parker. Ah, la ségrégation verticale, c'est sidérant. En haut, les élites voulaient fuir la réalité moite et dangereuse de la côte. Faut dire qu'à la fin du 19e siècle, Hong Kong était ravagé par les épidémies. La peste bubonique, le choléra, le paludisme. Et la médecine occidentale croyait encore au miasme, l'idée que le mauvais air de la côte transmettait les maladies.
Donc la compagnie Taikoo, aussi connue sous le nom de Swire, A décidé de construire un sanatorium de luxe à 300 mètres d'altitude au col de Quarry Gap pour ses cadres européens. sauf qu'à l'époque, demander à des cadres malades de grimper 300 mètres dans la jungle moite, c'était impensable. D'où la solution d'ingénierie complètement folle. En 1891, Taikoo fait construire un téléphérique à vapeur. Pour 5000 livres sterling. C'est fou. C'était le tout premier téléphérique dans Hong Kong. Et potentiellement le premier au monde conçu spécifiquement pour des passagers et non pour des marchandises. Mais le contraste qui ressort des documents m'a laissé sans voix. En bas, en 1892, les dortoirs ouvriers avaient l'électricité. La technologie de pointe. Ouais, mais en haut, dans le luxueux sanatorium, ils refusaient l'électricité. Ils s'éclairaient à la lampe à huile. Pour des raisons de pureté, ouais. Je me demande s'il s'agissait vraiment d'une prouesse médicale ou juste d'une ségrégation architecturale déguisée en santé publique. C'est une excellente question. L'électricité en bas était perçue comme un truc industriel, bruyant, sale. La lampe à huile, c'était le calme et la noblesse. Et bien sûr, ce téléphérique était strictement interdit aux travailleurs chinois. La frontière de classe ultime. Il y a encore des ruines de ça aujourd'hui? Ouais, c'est fascinant. Les randonneurs sur le sentier de Hongpak croisent souvent d'épais piliers en béton. Beaucoup croient que ce sont des ruines militaires de la guerre. Mais c'est faux. En fait, ce sont les fondations secrètes de ce téléphérique de 1891. C'est fou. Mais la volonté de contrôle absolu de Taikon n'est pas restée dans les nuages. Elle est descendue dans la vallée. Avec l'ouverture du chantier naval de Taikoo en 1907, le littoral est devenu une gigantesque machine industrielle. Les chiffres sont clairs. La population est passée de 420 en 1901 à 876 en 1911, Et Taikoo a créé ce qu'on appelle une ville d'entreprise, une company town. avec d'immenses dortoirs en briques rouges. Même la géographie leur appartenait. Les rues portaient le caractère Thaï du nom de l'entreprise. Tai An, Tai Ning, Tai Hong. Si on essaie de visualiser, c'est comme vivre dans une immense horloge mécanique où ton employeur est aussi ton propriétaire Ton médecin, le prof de tes enfants. et ton fournisseur de loisirs. Les documents décrivent comment, à 7h50, la sirène retentissait. Des milliers d'ouvriers se précipitaient. Et à 8 heures tapantes, les portes se fermaient. L'entreprise gérait l'hôpital gratuit, l'école et un cinéma à 2 centimes. C'est un paternalisme total. Si on contrôle le logement, la santé et l'école, on élimine toute possibilité de grève. C'est exactement ça. Si un ouvrier se rebellait, sa famille se retrouvait à la rue le jour même. Et ce contrôle absolu, on peut encore le ressentir dans l'urbanisme. Le bâtiment Taillon, construit en 1968, se dresse exactement à la place de ses anciens dortoirs. Avec son rez-de-chaussée très chaotique, rempli de stands de nourriture, c'est un écho direct de la vie en communauté de l'époque. Et il y a ces vieilles grilles de fenêtres dans les rues voisines, non? Ouais, dans les rues Taichung et Taifu, des grises en forme de pièces de monnaie typiques des années 60. Et au City Plaza, ils ont même préservé une vraie pierre de fondation du chantier naval. Mais cette dépendance totale à la ville d'entreprise, c'était une vraie poudrière, hein? Oh que oui. Quand les vents idéologiques de la révolution culturelle ont soufflé depuis le continent en 1967, l'étincelle s'est transformée en brasier. Hong Kong a connu de violentes émeutes et le chantier naval de Taikoo, avec ses syndicats très structurés, était en plein centre du conflit. Le 6 juin 67, c'est le point d'orgue. Des centaines de travailleurs ont organisé un jugement public du directeur général James Cassels. Pendant 8 heures. Sous le soleil, ils l'ont forcé à signer des aveux. Et cette crise a entraîné une répression sévère. Le chef syndical Tang Tuen a été arrêté et il est mort en prison. Pour bien respecter la neutralité des sources, il faut dire que les actions des deux camps étaient intenses. Complètement. D'un côté, on a la gauche radicale qui fabriquait ces fameuses bombes artisanales, les ananas, pour déstabiliser l'économie. Et de l'autre, le gouvernement colonial qui a déployé une machine de propagande médiatique ultra puissante. Ils ont utilisé la radio, les tracts, pour marteler un message de peur autour de la sécurité des familles. Ce qui soulève une réflexion super intéressante. Face à ce chaos, la majorité des résidents a dû choisir entre la lutte radicale et la stabilité sociale. Et ils ont opté pour l'ordre et le salaire garanti. C'est là qu'on voit l'impact majeur du DUM. C'est la naissance de l'identité du Hongkongais. Avant, beaucoup se voyaient comme de simples réfugiés de passage. Mais là, en défendant leur ville contre les émeutes, ils ont forgé une identité propre.
Est-ce qu'une polarisation extrême n'aurait pas, paradoxalement, forcé la création d'une identité commune inattendue? C'est l'analyse de nombreux sociologues, en effet. Et si on relie ça à la perspective urbaine, c'est frappant. Ouais, sous le centre commercial hypermoderne du City Plaza, on trouve encore les anciennes bornes d'amarrage des cargos. Les bollards, ouais. Et le centre civique actuel est construit pile sur l'ancien marché qui était l'épicentre des slogans et des luttes. Mais pendant que les ouvriers géraient ces luttes politiques, il y avait une autre urgence sur les collines, non? La survie pure. Avec l'instabilité de l'après-guerre, des marées humaines de réfugiés sont arrivés. Des bidonvilles immenses ont recouvert les pentes. Le village de Chingwon, le village de la Sainte-Croix. Pas d'eau, pas d'infrastructure. Et face au vide du gouvernement colonial, c'est l'église de la Sainte-Croix, construite en 1914, qui est devenue le pilier. C'est fou, l'Église agissait vraiment comme un gouvernement de l'ombre bienveillant. Elle distribuait des tonnes de vivres. De la farine, du fromage, du lait, des vêtements. Ce qui a créé le phénomène des catholiques de la farine, ou flour Catholics. Au début, c'était pour avoir à manger, bien sûr. Mais avec le temps, ça a créé de vrais liens profonds d'entraide. Ils ont construit un village catholique fermé, exclusif et très soudé. L'Église fournissait le filet de sécurité que l'État n'avait pas. Et là encore, l'empreinte reste. La rue Tai Shek Street, ou rue de la Grande Pierre, porte littéralement le nom du rocher sur lequel l'école de l'église a été construite. Mais le plus beau trésor caché d'aujourd'hui, c'est au centre reconstruit, non? Oui. Ils ont installé un frigo communautaire en libre service. N'importe qui peut se servir ou déposer de la nourriture. C'est un hommage direct et super moderne à l'esprit de partage de la farine des années 50. En résumé, Saiwano nous offre un modèle social à 3 niveaux très distincts. On a la discipline capitaliste avec Taïkou, Ensuite, la résilience informelle avec l'église de la Sainte-Croix et le temple de Tamkung. et enfin, la collision des identités avec les émeutes de 67. C'est vraiment l'histoire de Hong Kong écrite directement sur le littoral et les montagnes. Derrière chaque baie vitrée d'un vieux bâtiment ou sous chaque bloc de béton sur un sentier en forêt, il y a la sueur et la mémoire de cette modernité. Mais ça soulève un point important. Aujourd'hui, les chantiers navals sont devenus des centres commerciaux de luxe. Et les bidonvilles ont laissé place à des logements sociaux massifs. Le paysage physique de la survie a presque disparu. Ce qui m'amène à une pensée pour clore cette exploration. Quand le paysage physique de la survie est entièrement remplacé par un paysage de consommation hyper moderne, Ouais, comment une société peut-elle garantir que ce fameux tissu conjonctif de l'empathie, ce réflexe d'entraide qu'on voit avec le frigo communautaire, ne finisse pas lui aussi par être rasé par le développement urbain? C'est une vraie question qu'on peut se poser en marchant dans ces rues aujourd'hui.